Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce talk sur les card games et les tech builders plus précisément. Je vais essayer de faire une analyse un peu business, marketing et aussi game design, beaucoup game design. Je trouve qu'il y a des choses fascinantes à dire avec ça parce que le jeu de cartes, il y a tout un historique. Vous savez, vous avez peut-être sûrement déjà joué à la belote ou à la bataille. Et il y a plein de choses vraiment très, très basiques en termes de game design qui viennent de là, qui ont limite des centaines d'années. Par exemple, il y a Jesse Lichel dans un de ses talks, enfin dans un de ses bouquins plutôt. Il parle du genre de la bataille où en fait les gens ils jouent à la bataille fermée, l'un contre l'autre, et ils ont remarqué que le fun venait du fait qu'on tire la carte et qu'on pense qu'on allait gagner avec la carte. C'est la manière dont on tire la carte. Et par exemple, il y a aussi dans un bouquin de Trondheim, un Lapino, où ils disent que le mot hasard en français, il vient de l'arabe alzar, Alzaïr ou quelque chose du genre, qui veut dire la manière dont on jette les dés. Donc il y a comme ça une notion quand même de random, d'aléatoire qui vient aussi, qui a des traditions assez centenaires, voire millénaires. Et le card game en fait partie et c'est l'évolution aussi vers le format digital. C'est ce que je vais expliquer beaucoup plus loin, mais c'est qu'il y a le roguelike qui apparaît à un moment et on s'est dit il y a des jeux de cartes, il y a le roguelike, comment on va fusionner tout ça. Et un autre aspect que je vais aborder aussi, c'est comment ça va évoluer aussi, comment ça peut évoluer, ou comment moi je le projette que ça puisse évoluer. Donc rentrons tout de suite dans la conférence. Moi je suis à la fois marketeur, développeur, producteur, designer, je fais plein de choses différentes. Euh, je suis actuellement directeur créatif sur un projet qui s'appelle Neurodeck, dans une entreprise que j'ai créée qui s'appelle Tavrox Games. J'ai passé pas mal d'années à différents niveaux, à différents postes, parce que j'adore faire plein de choses différentes. Et j'espère que cette présentation va vous permettre de voir un peu justement quelles sont les différentes un peu faces qui sont intéressantes en tant qu'indépendant, je trouve, de connaître plein de faces différentes. Et si vous voulez checker Neurodeck, sur lequel je travaille, allez-y. Donc, quelques généralités sur le genre. Alors, je vous préviens, si jamais vous connaissez pas trop les jeux de cartes, notamment Slay the Spire ou Deck of Ashes ou Dominion, ou les jeux de cartes un peu du genre, ça peut être un peu tendu. N'hésitez pas à me dire dans les questions si vous avez des questions. Si vous avez des questions ou si vous voulez plus de précision, je vais quand même essayer d'être assez vulgarisateur. L'idée, c'est que on a des cartes, on joue avec. Typiquement, je vais surtout parler du deck building aujourd'hui, mais il y a eu une évolution avec Magic, où en fait on créait son deck et on jouait contre les gens, avec des règles très spécifiques, en invoquant des monstres, en lançant des sorts, etc. Et là, le genre qu'on appelle deck building, en gros, c'est on construit son deck au fur et à mesure. Donc c'est pas on a un deck précis et on l'amène le jour du jeu ou au moment de jouer, c'est on crée son deck au fur et à mesure. Donc il y a eu Dominion où en fait on jouait les uns contre les autres et on allait acheter avec des pièces les cartes qui sont au milieu du plateau et on va comme ça créer sa stratégie et pouvoir être le meilleur en ayant le plus de points à la fin. Donc le deck building roguelike ou roguelite, on construit son deck, on va affronter des monstres au fur et à mesure et on va vérifier que la stratégie elle marche avec ces monstres. On va affronter différentes typologies de monstres, ça je vais expliquer après. Il y a des obstacles assez massifs qui vont checker qu'on fasse pas des combos. Pourquoi? En gros, l'idée, c'est que les cartes permettent de faire des combos et de scale, donc de ramp up, de créer une stratégie qui va être de plus en plus facilement gagnante parce qu'il y a des combinaisons qui sont fortes. Et à la toute fin, soit on a le combo qui fait qu'on tue le boss final facilement, soit il est tellement fort qu'on se fait rouler dessus. Là, j'ai mis, faut pas forcément tout lire. L'idée, c'est que c'est une des bases qui a été introduite dans Magic, c'est que les différentes couleurs représentaient différentes valeurs. Par exemple, le noir, ça va être le côté dark, vampire, zombie, l'individualisme, l'exploitation, l'indépendance, la satisfaction à travers l'endurance. Le bleu, c'est la connaissance, etc. Donc il y a comme ça une espèce de typologie ou dichotomie de valeurs qui vont être en harmonie dans un même système. Et l'harmonie du système, c'est un des éléments les plus importants parce que ça fait qu'il y a toujours un équilibre, le fameux équilibrage en jeu vidéo.
Ici, c'est le plus important, c'est que l'équilibre soit fait entre les différents pôles. En plus de ça, il y a la notion early game, late game, aggro, combo, contrôle, etc. Donc, dans Magic toujours, mais ça se retrouve dans beaucoup de jeux qui ont découlé de ça, Hearthstone, etc. Il y a le combo. Donc, on crée des combinaisons, je vais vous expliquer après, qui sont fortes et qui vont permettre de gagner facilement. L'aggro, ça veut dire qu'on va poser beaucoup de cartes qui vont qui vont inonder le terrain. Et le contrôle, ça va être qu'on va en fait toujours gérer le plateau de jeu pour éviter qu'on soit submergé. Donc on va avoir plein de choses qui détruisent des créatures, on va pouvoir bloquer la main de l'adversaire ou améliorer sa main, etc. Early game, late game, bon ça je pense que vous comprenez, c'est on joue au début, on sort tout au début, ou alors on a plus rien à la fin du coup, ou alors au début on n'est pas très fort et après on a tout à la fin. Pareil, ça va être important parce que ça impacte beaucoup le design des roguelikes après. Pour vous donner des petits chiffres déjà, pour rentrer un peu dans le côté business, Slay the Spire, il est apparu vers 2016-2017, je sais plus trop. Monster Train, il est plus récent, il a 1 an. Et en gros, c'est un peu l'évolution card game roguelike ultime. C'est des jeux qui sont très addictifs, c'est des jeux qui sont très fun. La UI, la UX, elle est impeccable. C'est des jeux qui peuvent se rejouer vraiment très souvent. C'est vraiment commun d'avoir 50, 100 heures sur Slay the Spire. C'est des petites runs aussi, c'est des petites runs d'1 heure, mais qui sont très compactées, très intenses. Et j'en parlerai plus tard, mais il y a une descendance un peu de ce que j'ai trouvé hier, c'est le Binding of Isaac, où on a une très grande générosité des artefacts, des changeurs de gameplay. Et plus on en a, plus ça va être fun de faire plein de choses différentes. Donc, c'est là où ça va être intéressant. Et il y a vraiment là où le card game roguelike, enfin le deck builder roguelike, il est intéressant, c'est que il y a une notion, la stratégie déséquilibrée va amener le fun. C'est-à-dire que pour avoir un truc qui est complètement cassé, complètement pété, qui est super fort, ça peut être difficile, ça peut prendre du temps, mais une fois qu'on l'a, c'est le flow, qui est le fameux flow dans le game design. C'est le moment où on va être trop content parce qu'on va rouler sur les gens, quoi. Et l'effet random aussi, c'est super important. En gros, il y a la notion de prédictabilité qui est soit le jeu il est très prédictible, c'est-à-dire qu'on peut tout calculer à l'avance, soit le jeu il est très random, donc on ne peut pas savoir vraiment ce qui va se passer, ce qu'on va piocher, ce que l'autre va piocher, etc. Par exemple, dans Hearthstone, c'est une des critiques assez souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'effets random, donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer avec même ses propres cartes, plus la pioche qui est de manière inhérente toujours random. Donc il y a comme ça un espèce de degré du random qu'il faut bien mesurer, mais il ne faut pas que ce soit trop prévisible non plus, sinon c'est limite des exercices de maths, quoi. Donc il y a un côté un peu. Et la pioche, comme je disais, ben, c'est intrinsèquement, on pioche une carte. Si on en a 30, ben, on a une chance sur 30 de piocher la carte que vous voulez. Si on en a 20, pareil. Et c'est là où on peut moduler aussi le random, c'est bah, quelle est la taille du paquet de cartes dans lequel on va piocher. Donc voilà, la lisibilité du combat aussi, vous allez le voir, c'est assez important. Donc on peut rentrer dans la list game design. Euh, Hop, la carte. Ce qui est intéressant dans la carte, c'est que c'est une unité de design simple. Dans le sens où, par exemple, quand on va dans un platformer, on va avoir un monstre. Par exemple, je sais pas, dans Mario, et ben, on va avoir les Goombas ou les trucs comme ça. C'est des unités de design qui sont modulables, c'est-à-dire qu'on peut les tweaker, on peut les changer. On peut changer leur nom, leur forme, leur valeur. Et la carte, ben, en fait, ça représente une unité de design pour le joueur attaquant ou adversaire. Euh, mais une des spécialités un peu récemment des roguelikes, c'est qu'il y a un côté asymétrique. Les monstres qui sont en face, ils n'ont pas de carte eux-mêmes. Eux, ils ont juste des attaques simples et très lisibles. Je vous ai mis quelques exemples d'exemples simples. Par exemple, Flex. Alors, je me suis beaucoup basé sur Slay the Spire pour l'exemple.
parce que je trouve que c'est vraiment le mieux équilibré, le plus polish. Donc je trouve que c'est le plus simple à dire. Et aussi beaucoup de gens y ont joué, donc vous allez sûrement comprendre les parallèles. Une carte, ça a un coût, ça a un effet, voire plus, voire deux ou trois. Ça a une rareté et ça a un texte. Dans le sens où ces quatre choses-là sont super importantes. Le coût, ça va déterminer aussi potentiellement la force. Par exemple, on voit Impervious, c'est c'est très fort, on gagne beaucoup de défense, mais en même temps, elle coûte assez cher. Et pareil, ça va se scaler. On se dit zéro, bah en fait, c'est gratuit, mais bon, vu qu'elle a un effet potentiellement que sur un tour, c'est pas forcément terrible. Les effets, souvent, il y en a deux ou trois, pas plus, enfin peut-être quatre max, pour aussi éviter qu'il y ait trop de texte sur une carte et que ce soit trop compliqué à comprendre. La rareté, donc là vous voyez un petit liseré bleu, ça veut dire uncommon, enfin un peu commune, et le liseré doré, c'est rare. Et le texte, moi je me suis surpris vraiment sur Neurodeck à comprendre que le texte était un des trucs les plus durs à faire en fait. C'est qu'il faut que ce soit très simple, très immédiat, mais en même temps il faut que ça donne envie de le jouer. Il faut que ce soit unique et il faut que les effets qui sont liés soient bien reliés. Et il faut que les effets ils soient surprenants, ils soient équilibrés et qu'on ait envie de découvrir. En fait, vu que la carte est une unité de design, dès qu'on pioche une nouvelle carte, qu'on peut débloquer une nouvelle carte, c'est une découverte et c'est du fun. C'est on découvre une nouvelle chose, une nouvelle possibilité et on commence à se dire mais comment cette possibilité peut changer radicalement ou pas ma manière de jouer. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que chaque carte doit être unique dans son genre et être donné envie de jouer. Mais ça, c'est un peu spécial, on va en parler plus tard. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, il y a souvent aussi une typologie, ça j'en ai pas parlé, mais le skill ou l'action, ça va un peu déterminer des conditions pour jouer certaines cartes, ça peut être important aussi. Il y a aussi des mots-clés. Souvent, vous allez voir bloc, par exemple. Dès que vous allez passer la carte, passer la souris sur la carte, vous allez voir ce que c'est le bloc, ou alors strength, donc la force. Donc, ce qui est spécial, c'est qu'il faut toujours amener aussi des mots-clés et des systèmes de jeu liés à ces cartes, mais qui peuvent être un peu plus complexes à expliquer, et il faut qu'ils soient assez naturels aussi pour pas trop bloquer les joueurs. Notamment dans Slay the Spire, on a des modificateurs de statut, etc. Hop. La base des jeux de cartes, ça vaut pour plein de jeux de cartes, ça vaut pour Magic aussi, c'est les synergies. Donc les synergies, c'est deux cartes qui vont bien ensemble, et c'est important d'avoir des cartes voilà, qui sont simples, mais qui sont synergiques. Par exemple, là je me suis trompé, j'ai mis Body Slam à 1, mais en fait on peut améliorer la carte pour qu'elle coûte 0, et elle fait des dommages équivalents à son armure. Donc dans le jeu on peut ajouter de l'armure, 5, 10, 30, etc. Et avec cette carte, on peut dupliquer n'importe quelle carte qu'on veut. Euh, et si par exemple, lorsqu'elle coûte 0, ben, on la duplique, ça fait des cartes gratuites en main. Et si on a une armure infinie, parce que le jeu permet en fait d'avoir des armures infinies, ça va créer ben, des dégâts infinis entre guillemets, quoi. Donc, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais je vais vous en montrer d'autres. Le combo, c'est en fait c'est le truc complètement pété qui va faire que si on pioche ces deux cartes, on a quand même de bonnes chances de gagner. Euh, Par exemple, Nightmare qui ajoute trois copies d'une carte et on duplique Catalyst. Pareil, là j'ai mis la carte de base, mais la carte évoluée dans le jeu, elle va tripler le poison de l'ennemi. Donc le poison, c'est l'ennemi perd X de poison euh, à chaque tour. Et pareil, on peut lui faire perdre 200, 300, 400 HP à chaque tour. Pardon, il y a beaucoup de bruit derrière moi. Je sais pas trop. Euh, Ecoform et Buffer, donc en fait, Ecoform, en gros, c'est chaque carte qu'on joue la première fois, elle va être jouée deux fois. Et Buffer, ça nous fait éviter de perdre des HP. Donc là, pareil, si on arrive à la jouer tous les tours, potentiellement, on peut vraiment être quasiment invincible parce qu'on bloque les attaques. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que en fait, je vais revenir un peu. Donc, ce qu'on appelle un build, c'est vraiment
un deck qui est orienté sur une thématique spéciale. Ça peut être aggro, contrôle, euh, late game, early game. C'est ça qui va créer la richesse du gameplay. Je vais vous remontrer euh, ce graphique. Du coup, l'idée c'est que quand on joue, on choisit un peu son style de jeu. C'est aussi selon la connivence, on va dire, de chacun, le goût de chacun. C'est est-ce qu'on a plutôt envie de mettre plein de dégâts dès le début, donc on va être très aggro? Est-ce qu'on a un peu envie de mélanger? Est-ce qu'on a envie de contrôler un peu tout le terrain, etc. Et il y a vraiment une notion limite psychologique derrière où ben, c'est aussi selon ses goûts et selon comment on a envie de jouer son jeu. Hop. Et là, je vais vous montrer quelques exemples de typologies qui sont intéressantes. En gros, l'idée, c'est que là, on a attaqué l'espèce d'énorme grosse base de game design. Et ce qui est le plus intéressant, c'est aussi de voir un peu dans les détails comment ils ont réfléchi certaines cartes pour que ce soit intéressant. Et il y a la notion de setup, payoff. Donc setup, c'est la carte qui n'est pas forcément très forte toute seule, mais qui va permettre de préparer le terrain pour la carte payoff. Donc la carte payoff, c'est celle qui va réaliser le combo. La carte setup, par exemple, ça va être, celle-là, elle coûte très cher, le Thousand Cuts. Quand on joue une carte, tous les ennemis perdent un dégât. Bon, les ennemis, souvent, ils ont 50, 100 HP, donc il faudrait 50 tours si jamais on joue une carte par tour, un peu débile. Pareil, la Dual Wield, elle copie des cartes, donc elle fait rien en elle-même. Breath of Flame, pareil, un peu bizarre, et celle-là, elle coûte 3, donc 3 c'est le nombre d'actions maximales par tour. Et 3, bah, ça veut dire qu'on joue que cette carte pendant, mais on ne pourra rien faire d'autre, quoi. L'intérêt, quand la carte est seule, est assez faible. On se dit, bah, pourquoi? Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on va amener le joueur à se poser des questions. Pourquoi cette carte est intéressante? Pourquoi cette carte est présente? Et comment je vais pouvoir la combiner avec d'autres cartes pour que ce soit intéressant? Et c'est là où c'est intéressant de se dire, il faut pas que toutes les cartes soient bonnes. Il faut pas que toutes les cartes soient fortes. Il faut qu'il y ait des cartes qui combinent. Il faut qu'il y ait des cartes qui soient fortes toutes seules. Il faut qu'il y ait des cartes qui soient faibles toutes seules pour pouvoir être combinées par ailleurs. Et on va le voir aussi après, il faut qu'il y ait des cartes random, fun. Il y a aussi des anti-synergies. Donc, l'idée c'est que on va donner des cartes qui ne vont pas du tout ensemble pour dire aux joueurs, attention, ce que tu joues, ça ne doit pas être au hasard, ça ne doit pas être fait dans n'importe quel ordre. Parce que l'ordre de jeu dans un jeu de cartes, un peu comme de stratégie, on a le build order, on doit construire un certain ordre. Le jeu de cartes, il pousse aussi, et il est aussi intéressant quand on doit jouer ses cartes dans un certain ordre. L'idée, c'est que, par exemple, cette carte Season Cuts, si je la joue après avoir joué toutes mes cartes, ça sert à rien. Donc il faut que je la joue en premier. Pareil, Race of Flame, il faut que je la joue au début, sinon bon, ma dernière attaque, bah, elle va pas pouvoir profiter de ça. Pardon. Dual Wield, pareil, si je la joue en dernier, en fait j'ai plus de cartes dans ma main, bah il n'y a plus rien à copier, ça sert à rien. Donc c'est là où il faut penser aussi aux anti-synergies parce que c'est ça qui va moduler la nécessité pour le joueur de réfléchir à sa main. Dans le sens où si le joueur ne réfléchit pas à sa main, il va jouer au hasard et il va pas se sentir intelligent de jouer. Et ça aide aussi à identifier pour le joueur des archétypes. Donc il y a le deck combo, le deck aggro. Bah, on sait que par exemple Divinity, donc on entre dans la stance Divinity et on meurt au prochain tour. Pardon. Le mot-clé Divinity, ce que ça dit pas, c'est que en gros, quand on rentre en Divinity, on fait 3 fois les dégâts et on a plus d'énergie. Donc on peut envoyer toute la sauce. Par contre, si le tour d'après on n'a pas tué le monstre, bah on meurt. Sauf que si par exemple, je pense que vous l'avez déjà un peu vu, mais si on joue Blasphémie et qu'après on joue Volt, donc on skip son tour, euh, bah, du coup on va mourir directement. Et les cartes payoff, comme je disais, donc c'est celles qui vont aider à exécuter ou déclencher un combo. Par exemple, Signature Move, on va la jouer un peu à la fin. Quand on n'a plus trop de cartes en main, on n'a que des attaques, bam, on va pouvoir jouer cette carte qui est très forte,
mais qui demandent beaucoup de conditions. Donc les conditions, là, ça va être de l'avoir en main, d'avoir deux d'actions, et que ce soit la dernière carte en main. Donc ça va être assez important. Grande finale, pareil, elle est très forte, elle fait beaucoup de dégâts. Moi, j'ai jamais réussi à la jouer, par exemple, mais elle peut être jouée que quand il n'y a plus de cartes dans sa pioche. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on se dit, ah bah en fait, ça veut dire qu'il faut que je puisse moduler ma pioche pour pouvoir la jouer. Et ensuite, c'est le finisher, c'est le payoff, c'est le combo. Pardon. Body Slam, là où elle est intéressante, c'est qu'on en parlait un peu avant, c'est que elle est très très conditionnelle. C'est-à-dire que si on la joue en premier et qu'on a 0 bloc, on fait 0 dégâts. Si on a 3 blocs, on fait très peu de dégâts, elle a très peu de valeur. Et elle devient intéressante que quand on a beaucoup de défense. Donc elle est très conditionnelle aussi, beaucoup moins quand même que d'autres, mais elle reste assez intéressante. Et les payoffs, c'est aussi la vérification de la stratégie, c'est-à-dire est-ce que mon deck, en plusieurs tours, peut permettre de réaliser, déclencher, exécuter le combo, ou alors c'est pas possible et je la pioche jamais, ou les conditions sont jamais remplies, etc. C'est un peu le problème, par exemple, du grand finale, c'est que euh, souvent tu joues et en fait il te reste une carte dans ton deck, et là tu vas mourir, et ben en fait tu peux pas la jouer, et tu te dis bon bah tant pis. Mais là où c'est intéressant aussi, c'est que le jeu permet de rejouer facilement. Donc même si on a mal fait son combo, c'est pas très grave. Le coup des cartes, c'est assez évident, mais bon, je préfère en parler quand même. Souvent, une carte forte, c'est une carte qui coûte cher. Et c'est aussi intéressant quand on parlait un peu de l'agency des cartes, donc la manière, l'ordre dans lequel on va jouer les cartes. C'est intéressant de se dire, c'est bien qu'il y ait des cartes qui demandent beaucoup d'agency, beaucoup d'ordre, beaucoup de réflexion de la part du joueur. Mais c'est aussi bien qu'il y ait des cartes qui juste, tu les joues, c'est un gros pavé dans la face du monstre, c'est bon, ça balance quoi. Donc Ragnarok et Bludgeon sont assez similaires dans ce cas-là, c'est que l'effet est très simple, il est très flat, il est très 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 plat. Tu peux pas beaucoup scaler, tu peux pas trop faire de combo, mais au moins ça fait le café. Et par exemple, on va aussi avoir pardon, des setups qui sont chers. Donc Choke, elle fait des dégâts, mais plus on va jouer de cartes, plus l'ennemi va perdre de dégâts, de vie. Euh, du coup, c'est un setup cher, mais ça permet quand même pas mal comboter derrière. Et quand on rassemble Choke et celle qu'on a vu Thousand Cuts, là on va multiplier encore les différentes possibilités. Donc là où elle va être chère aussi, c'est que on a 3 actions par tour globalement, et en fait c'est un peu la seule carte qu'on va pouvoir jouer, donc il faut qu'elle soit importante, et elle va peser dans le deck dans le sens où ce qu'on voit beaucoup dans les jeux de cartes, c'est le mana range. En gros, c'est les cartes vont de 0 à 3. Combien j'ai de cartes qui coûtent 0, combien j'ai de cartes qui coûtent 1, 2, 3, et combien je vais pouvoir jouer chacune de ces cartes. Est-ce que j'ai une main avec 5 cartes qui coûtent 0, du coup j'ai un effet assez faible et j'ai trop d'actions? Est-ce que j'ai des cartes trop chères qui vont pas permettre de toutes les jouer? C'est là où ça va être intéressant. Et un truc qui est limite, euh, je sais pas si... Comment dire? En fait, ce qui est intéressant dans Magic et qu'on n'a pas forcément dans la tête avant, c'est que un des fun du deck building, c'est de faire des trucs random, nuls, fun, aléatoires, qui vont être... on va essayer de faire la stratégie la plus ridicule possible. Je l'appelle cheesy parce que c'est un peu lié au jeu de stratégie. Par exemple, quand on va piocher une carte malédiction ou statue, on va faire des dégâts. Bah, du coup, on va essayer de s'handicaper son deck pour pouvoir faire énormément de dégâts d'un coup. On va aussi essayer d'avoir le plus de skills en main. On va avoir une carte qui en rajoute une autre. Donc, Alpha, elle rajoute Beta dans sa pioche. Après Beta, elle rajoute Theta dans sa pioche. Et après, Theta, elle permet de faire beaucoup de dégâts. Euh, Ça peut être aussi avoir des cartes random à chaque tour. Si par exemple, on joue 5 fois Hello World, il y a 5 cartes random qui vont apparaître à chaque tour. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que vu qu'elles sont plus random, elles peuvent avoir des effets très forts
mais, mais ben, euh, ça peut arriver très rarement et on n'a pas forcément le contrôle sur la manière dont ça arrive. Ça a peu de chances de marcher souvent, mais justement, quand on a un deck un peu random qui marche, on est très content. Et aussi, la nature du random fait qu'elles peuvent nous sortir d'affaires. Par exemple, si on est à 5 fois Hello World, ben, on peut tomber sur une main qui est hyper combo, sans avoir fait exprès, et au final, on a envoyé beaucoup de dégâts. Je vais passer un peu plus aux monstres, parce que c'est important aussi dans la philosophie du jeu. Donc les monstres, en gros, ils sont bloqueurs. Ils vont, il y a certains monstres qui sont bloqueurs, d'autres pas forcément. Ces monstres bloqueurs, ils vont contrer certaines typologies de decks. On en parlait, aggro, contrôle, ça peut être d'autres choses, d'autres thématiques aussi. Et par exemple, le Snake en haut, il va rendre le coup des cartes aléatoires. Donc si par exemple vous aviez des combos à base de cartes qui coûtent 0, bah, soudainement elles vont coûter 1, 2, 3. Si vous tombez contre le corbeau, il va gagner 3 de force à chaque tour. Donc les decks qui sont lents, après, ils vont se prendre des grosses patates à chaque tour. Et je me souviens plus comment il s'appelle lui. Mais en gros, il a beaucoup de HP. Dès qu'on lui fait des dégâts, il perd de la force. Mais les decks défensifs, du coup, ils se font trucider par celui-là parce que celui-là, il perd la force, il perd des dégâts. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que ces effets uniques, ils vont toujours permettre de vérifier que le joueur n'est pas trop faible sur ses appuis et tester la capacité de deck building derrière. Il y a des boss, ça c'est les boss plus ou moins finaux de chaque chapitre. Ces boss, ils vont être validateurs. Ils sont un peu dans la même veine que ceux-là. Ils vont être validateurs d'un archétype, mais d'un archétype global, pas forcément de un ou deux tours. Par exemple, le boss final, l'un des boss finales ici, le Time Eater, il va terminer votre tour pour vous quand vous avez joué 12 cartes. Sachant que sur les combos, ça peut être assez rapide de jouer 7 ou 8 cartes par tour. En fait, il peut vraiment vous ruiner tout votre deck et vraiment être l'obstacle ultime que limite, vous arrivez dans le combat, c'est un des points qui peut être frustrant. Vous arrivez dans le combat, vous avez fait un des combos, vous êtes fini. Vous pouvez pas, limite, pas gagner. Vous pouvez essayer, mais ça peut être assez complexe. Celui-là aussi, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, c'est un monstre qui va au début faire spawner quelques petits monstres à côté, il va faire un peu de dégâts, et après 4-5 tours, il va mettre 50, 70, 80, il va vraiment envoyer des grosses patates, et si votre deck ne permet pas de le finir en assez peu de tours, ça va pas marcher non plus, quoi. Donc c'est deux systèmes assez différents, c'est deux systèmes complémentaires, mais c'est des boss qui sont intéressants parce que c'est là où c'est complexe parce qu'il y a plein de gens, enfin plein de jeux, pardon, qui ont des boss pas très intéressants parce que c'est des sacs à PV. C'est des sacs à PV qui font beaucoup de dégâts, qui ont beaucoup de vie, beaucoup de résistance, beaucoup de défense, beaucoup d'armure. Et eux, pas forcément. Ils peuvent avoir pas mal d'HP, certes, mais surtout, ils ont une thématique qu'on peut voir à l'avance, qu'on peut connaître à l'avance, qui vont vérifier votre deck. C'est là où c'est un excellent design, c'est que quand en tant que game designer, on arrive au sac à PV en tant que boss, c'est là où on a un peu perdu, quoi. C'est là où on a un peu raté le gauche, c'est que il fallait faire quelque chose qui surprenne le joueur, qui le pousse dans ses derniers retranchements plutôt qu'un sac à PV. J'ai mis aussi quelques exemples de combos triples. Donc là, par exemple, on va avoir, je vous parlais de celle qui était, euh, qui était à Catalyst. Donc on applique d'abord du poison, on le double, on le triple. Et même avant, on a pu mettre Nightmare. Donc on peut faire 5 x 2 puissance 3, voire 5 fois 5 puissance 3. Enfin bref, je vais pas faire le calcul parce que je vais pas calculer sinon, mais vous voyez un peu l'idée, c'est qu'on peut faire vraiment doubler, 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 ou tripler, tripler, tripler. Pareil avec Scuba, Concentrate et Outmaneuver. On peut faire des decks qui ont énormément d'actions. Donc là, c'est gagner 2 actions d'action dans la main et faire des dégâts 15 fois, quoi. Ça peut vraiment bien ramp up aussi. Je vous montre des exemples de combos parce que je trouve ça intéressant de se dire il y a des cartes qui sont intéressantes en elles-mêmes.
toutes seules. Il y a des cartes qui sont un peu moins intéressantes. Pardon. Donc, Brillance, on va faire autant de dégâts qu'on a gagné de mantra. Prostate, on gagne du mantra et du bloc. Et Worship, on gagne du mantra. Donc, je précise, quand on a 10 mantras, on entre dans la stance Divinity, donc l'état Divinity. Et comme je disais avant, l'état Divinity, on va tripler les dégâts. Donc l'idée, c'est que par exemple, on joue deux fois Worship, on gagne 10 mantras, et là, on fait déjà 12 plus 10, 22, x 3 grâce au Divinity. Mais ça va avoir pris les 3 cartes, plus 5 actions. Donc l'idée, c'est que Brillance, elle prend tous les mantras à gagner ce combat. C'est là où ça va être intéressant, c'est ça va pouvoir être le setup, pardon, le payoff avec ces deux setups. Et on peut limite jouer uniquement ces 3 cartes. Mais bon, ça arrive assez rarement pour être assez direct. Donc c'est une combo simple. Elle n'est pas forcément très dure à lire. Euh, elle est cool, quoi. Le payoff, il est moyen terme. Il est peut-être un peu limité. Il fait pas les dégâts infinis non plus, mais il reste intéressant. Un autre combo, là on va jouer, j'ai pas mis dans le bon ordre, mais on va jouer Wreath of Flame, donc votre prochaine attaque fait 5 dégâts. Ensuite, Ragnarok va bénéficier de 5, on va faire deal 5 plus 5, donc 10 x 5, 50. Et après on va rentrer dans Divinity, donc on triple les dégâts, et on va faire 50 x 3, 150 dégâts. Mais par contre, si le monstre n'est pas mort, ben, on a perdu. Et, sachant que les monstres, les boss finaux, ils peuvent faire 300, 400 HP. Donc c'est pas forcément suffisant. C'est pour ça que là c'est un peu cheesy, on essaye de jouer un peu les trucs les plus forts, et si on n'a pas, bah on perd. Mais ça peut être assez fort aussi. Là c'est l'archétype pouvoir un peu mince, du Deflect, donc c'est le robot, c'est le troisième personnage. On va ajouter des cartes random pouvoir, qui vont souvent coûter assez cher, donc elles vont être lentes à jouer. Mais par exemple, si on joue Ecoform, chaque carte est jouée 2 fois. On va prévenir les dégâts, on va aussi jouer différents pouvoirs, on peut même rejouer Ecoform 2 fois, et là on va comboter dans tous les sens et ça va faire un scaling de ouf malade. Donc scaling, j'ai oublié de le préciser, scaling c'est le potentiel de votre joueur ou de votre monstre à gagner en puissance sur le court terme, moyen terme, long terme. C'est-à-dire que si il ne gagne pas des buffs qui vont lui permettre d'être plus fort, il va y avoir un côté trop linéaire qui fait qu'on va jouer 50, 100 tours. Et ce qu'on veut dans un deck builder, c'est jouer 5, 10, 15, 20 tours, mais pas trop pour que le jeu soit assez compact, quoi. Pour pas qu'on puisse s'ennuyer sur le long terme. Je rejouais un peu à Final Fantasy VIII ce week-end. Je voyais par exemple qu'il y a beaucoup de soins, on peut se booster en termes de vitesse, mais on peut se ralentir. Et ça fait que des fois on se soigne indéfiniment parce qu'on a du mal. Et l'ennemi en face n'a pas des choses qui vont être de plus en plus fortes. Du coup, on fait durer les combats en longueur et ça, c'est pas très bon. Et c'est pour ça que la notion de scaling, elle est importante aussi. C'est qu'elle va paramétrer le temps qu'on passe en combat. Là, pareil, on va avoir des cartes qui donnent du bloc. On va pouvoir doubler son bloc plus ou moins indéfiniment. Donc, par exemple, on joue Impervious en premier, on gagne 30 blocs. On joue Untrench, on gagne le double, donc 60 blocs en tout, et on fait Body Slam. Si on a plusieurs Body Slam, vu qu'elle est uncommon, elle est commune, pardon. Si elle est commune, vu qu'elle est commune en rareté, on peut la jouer plusieurs fois. Et c'est là où c'est intéressant, c'est ce que je parlais du contrôle de l'ordre des cartes aussi. Bah, il faut jouer ces cartes dans un ordre spécial. Si par exemple on joue Body Slam, on fait 0 dégâts, on double son bloc qui était de 0, on a 0, et on joue Impervious, on se retrouve avec 30 blocs. L'effet, il n'est pas intéressant. Euh, Une petite analyse business pour finir. C'est là où je vous encourage à tester vraiment différentes choses. Moi, j'ai testé un peu sur mobile aussi. Euh, donc, le jeu de cartes physique, Magic, euh, plein d'autres jeux, hein. Il y avait un jeu Seigneur des Anneaux aussi, mais même les jeux plus classiques. Ils vont ils vont avoir évolué vers les cartes numériques, donc le côté Hearthstone, etc.
Et en même temps, il y a des roguelikes qui vont apparaître avec Binding of Isaac, Hades, qui vont vraiment inspirer plein de choses et qui vont se dire, ok, bah, ce qui est intéressant, c'est aussi le random, les monstres un peu aléatoires, le parcours aléatoire, les événements aléatoires. Et ça va créer les jeux qui sont Slade Spire, Monster Train, qui héritent beaucoup. Par exemple, Binding of Isaac donne beaucoup d'artefacts ou de petites choses qui vont vous permettre de vous buffer au fur et à mesure, et vous avez tellement de buffs que ça en devient indécent. Bah, Slade Spire se base aussi beaucoup là-dessus. Et là où moi je vois beaucoup des évolutions, c'est un peu ce que j'essaie de faire dans Neurodeck, même si voilà, ça a toujours un peu ses limites, le côté faire évoluer un genre. C'est le côté narration procédurale. Vous pouvez aller checker aussi Fortales, c'est des Français d'Alchemy qui le font et qui va être très intéressant, où ils vont chercher à raconter des histoires, à avoir plus ouais, de substance narrative, parce que les Spire et Monster Train sont très faibles là-dedans, à avoir plus de substance narrative avec le côté procédural. C'est un peu ce que tente Hades en ce moment, je trouve, c'est comment on fait en sorte que l'univers, les événements nous poussent à découvrir encore plus l'histoire, le background, et à nous donner envie de jouer encore plus longtemps. Et je pense que c'est encore, mince, pardon, c'est encore très tôt, mais il y a le côté crafting, le côté où on peut paramétrer ses cartes. Monster Train s'en inspire un peu. Par exemple, Monster Train, chaque carte a 2 slots de paramétrage. Par exemple, on peut faire x2 en vie, x2 en dégâts, et du coup, on va pouvoir dupliquer ces mêmes cartes. Et c'est là où c'est intéressant le côté comment on peut crafter son deck ou avoir des combinaisons émergentes pour donner un côté assez intéressant. Euh, les plateformes aussi, c'est intéressant. C'est que on a des gros hits sur PC, clairement, comme c'est Spire Monster Train. On a aussi des gros hits sur mobile. Paris Outlaws, il y avait d'autres, je ne connais plus trop les noms, mais je suis pas trop un genre mobile, je connais pas trop les noms. Il y a quand même des jeux qui ont très bien marché, qui sont très adaptés au mobile. Et il y a encore sur console, c'est assez timide encore. Je crois qu'il y a Spire, il est sur Switch, mais je suis pas sûr qu'il soit sur toutes les plateformes. Monster Train, il est encore en développement. Il y a beaucoup de jeux qui sont pas tout simplement pas encore arrivés, donc il y a quand même encore un peu de marché à avoir sur ces consoles. Et surtout, c'est des jeux qui se jouent très facilement sur console. Ils peuvent se jouer au tactile, ils peuvent se jouer de plein de manières différentes. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que le marché n'est pas trop saturé. Il reste assez niche parce qu'il y a plein de gens qui ont jamais joué à des jeux de cartes, tout simplement, ou que ça intéresse pas. Mais ça reste assez intéressant. Donc j'ai fini le côté talk. Merci beaucoup d'avoir ben, participé. Enfin, on va voir les questions, j'espère que vous en aurez. J'ai fait un blog aussi, pas mal plutôt sur le game marketing, même s'il y a quelque chose sur Nordeck et sur la notion de game design dans les card games. Et bah voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pardon. Yannick. Merci, c'était super Merci intéressant. beaucoup. Et ben, j'invite les gens à poser des questions si vous en avez par rapport à cette conférence sur les card games et l'analyse. Est-ce que, alors, moi j'ai une question par rapport aux card games. J'ai l'impression que là, il y en a de plus en plus de card games, Ouais. mais qu'il n'y en avait pas trop. En fait, j'ai l'impression. Est-ce que vraiment, toi, de ce que tu as pu voir, est-ce que Hearthstone, tu penses que ça a relancé un peu la mode du card games en jeu ou pas du tout, et ça se trouve, je ne connais pas du tout, il y avait d'autres choses avant. Si je pense clairement que Hearthstone c'est un des gros piliers. Ce qui est intéressant, c'est que Hearthstone a été un des pionniers du virage casual de Blizzard, dans le sens où Hearthstone c'était lié à un mode de jeu, il me semble, de cartes sur WoW, où tu peux jouer des cartes sur un trajet. Et ils se sont dit, ah bon, on va faire un proto. En plus, à l'époque, ils utilisaient genre Unity 5, il y avait une petite équipe de Blizzard, ils étaient 10, ils ont fait Hearthstone comme ça. Et ça a créé un espèce de virage pour Blizzard où Hearthstone a pu émerger de ça. Et on s'est dit, en fait, là, il y a un jeu de cartes hyper polish, hyper fun, avec plein d'animations, avec la qualité Blizzard. Et c'est tout simple, mais ces unités de design simple des cartes, tu joues une carte, tu infliges 5 dégâts, ben, il y a quand même une certaine profondeur de jeu.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Magic était trop compliqué. Pour beaucoup, Magic, c'était il faut mettre ses terrains, taper ses terrains, invoquer ses créatures. Ces créatures, elles sont bloquées pendant un tour. Il faut qu'on débloque ces créatures, etc. Et Hearthstone a dit tout ça, on s'en fiche. On a une gemme par tour. Ces cartes, elles attendent un tour et puis c'est bon. Il y a même des cartes qui attendent pas de tour, elles attaquent direct. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que oui, Hearthstone, ça a été un pilier pour dire comment on fait que le jeu de cartes un peu compliqué, Magic, même d'autres jeux de cartes un peu plus complexes, ils vont devenir plus simples, plus naturels, mais garder de la profondeur. Et oui, oui, clairement, Hearthstone a relancé la vague. Et en ce moment, il y a beaucoup de jeux de card game qui sortent aussi parce que Slay the Spire, avec ses 4 millions de copies, a forcément relancé la vague. Donc, ouais, il y a une notion, pareil, assez cyclique, qui fait que je pense que le genre va pas du tout mourir du jour au lendemain. Il va peut-être pas grossir indéfiniment, mais c'est ces deux gros jeux, Hearthstone et Slay the Spire, qui montrent la voie pour l'accessibilité du genre, en tout cas. D'accord, merci. Il y a une question qui est, tu utilises quelle méthode pour tester la synergie entre les cartes? Euh, c'est une bonne question. Alors nous, on a un espèce de méga Excel avec toutes les cartes. Et globalement, il n'y a pas forcément une méthode spécifique, si ce n'est de créer des archétypes. Donc en gros, dans Neurodeck, on a une émotion qui va avoir plusieurs archétypes, ce qui va limiter le terrain de design. On va avoir une trentaine de cartes. Dans cette trentaine de cartes, on va avoir à la fois des cartes de base et des cartes spécifiques à l'émotion. Mais en gros, on va dire il y a des cartes setup, il y a des cartes payoff pour un archétype. Par exemple, imaginons qu'il y a un archétype défense. Ben, on va avoir les cartes setup défense, les cartes payoff défense. Puis après, on va avoir l'archétype, je sais pas, dégâts. Donc on va avoir le setup dégâts, le payoff dégâts. Et au milieu, on va avoir des éléments mixtes qui vont permettre de moduler, piocher des cartes, on va dire, améliorer ses résistances, etc. Donc on va faire des archétypes. Et après, on va faire du mixte qui permet de mélanger tout ça. Et on va essayer de faire en sorte que chaque archétype est valide et que tout simplement tester aussi avec les monstres, tester in-game pour voir si chaque archétype est valide et fun. Et aussi se dire qu'il y a des archétypes, donc des decks qui sont faciles à faire et forts. Il y en a qui sont plus difficiles mais plus fun. Il y en a qui sont extrêmement durs à faire. J'en parlais un peu avant avec celui où il faut avoir 0 carte dans son deck. Il est très difficile à faire, mais il est très fun. Donc c'est comme ça, c'est un peu disséminer des différents archétypes et essayer de faire qu'ils soient tous viables. D'accord, merci. Il y a une autre question, c'est tu penses que des jeux comme Keyforge, génération de decks aléatoires attribués à un joueur, sont intéressants à adapter en jeu vidéo? Alors je connais pas assez Keyforge, j'y ai pas joué. J'ai joué à pas mal de deck builder plateau, mais j'ai pas joué à Keyforge et je pense que de ce que j'ai compris, il y a clairement des choses à creuser. Et même en fait, ce que je trouve dommage, et je pense que j'ai l'impression qu'Ifarge va dans ce sens-là, c'est comment révolutionner, ou en tout cas changer la manière dont on joue à plusieurs, comment changer la manière dont on joue ensemble par rapport aux card game. Par exemple, Hearthstone, ils ont fait le côté un peu Battle Royale où on joue à plusieurs en random l'un contre l'autre, mais ils n'ont pas fait le mode sur Magic troll à deux têtes. On joue à deux decks contre deux decks avec des PV similaires qui forge le côté deck random personnalisé, ça peut être très intéressant aussi. Et par exemple, moi j'ai un concept un peu de jeu où on est quatre decks contre une série de monstres dans un donjon, et je trouve qu'il y a un côté, ouais, est-ce qu'on pourrait pas avoir un peu comme WoW, des jeux où on est 30 à avoir un deck et on va essayer d'affronter des méga monstres et on envoie plein de cartes comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas faire des jeux à 8 genre enfin, en fait, je trouve que les jeux de plateau, c'est une excellente inspiration parce qu'il y a plein de choses qui se font et il y a encore plein de choses qui manquent dans le jeu vidéo par rapport au côté jouer ensemble, coopératif, mais aussi compétitif. Et clairement, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, moi, aujourd'hui, je fais aussi beaucoup de jeux de cartes parce que je pense que c'est une niche intéressante en termes de game design, en termes
marketing. Et il faut, si vous avez des idées, faites-les parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. D'accord, merci. En attendant, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire, j'avais une autre... Ah bah voilà, parfait. Donc d'un point de vue GD, as-tu une observation à faire sur les card games avec une dimension TRPG, exemple dueliste? TRPG, alors il y a Duelist, il y a aussi SteamWorld, Deck of Gilgamesh, je crois, un truc du genre. Ouais, c'est intéressant. Bah, en fait, c'est le prochain jeu sur lequel je travaille. C'est la dimension TRPG en plus. Et clairement, il y a des dimensions assez intéressantes là-dessus. Notamment, c'est vraiment la question de quelle est la place de la carte, quel est l'intérêt de jouer des cartes en plus de jouer des compétences. Et je pense que la clé, elle est dans ce que j'appelle l'agency, c'est l'ordre dans lequel on va jouer les cartes. Si on a l'ordre dans lequel on joue les cartes, plus ce qui nous est imposé, enfin ce qui nous est assez imposé, c'est dans le TRPG, c'est l'ordre dans lequel les unités jouent les tours. Si on combine les deux avec l'élément aléatoire des cartes, parce que le problème du TRPG, c'est que l'aléatoire peut être assez faible, et du coup, on va un peu avoir quelque chose de trop linéaire, trop déterministe, et la notion de carte, elle va pouvoir affecter justement cette notion déterministe. Et il y a beaucoup de choses encore à explorer, je pense. Mais en même temps, ces deux choses peuvent clasher. Les gens qui aiment les TRPG, ils aiment le côté j'ai mon action, je la choisis, je connais l'ordre qui va se passer. Euh, Est-ce que le côté random ne va pas clasher avec ça en fait? Il y a une autre question qui est, peux-tu nous parler de Neurodeck plus largement, de manière globale? Ouais, alors Neurodeck, c'est un jeu de cartes sur la santé mentale, la psychologie et un peu la vie de tous les jours, entre guillemets. On va notamment un peu pouvoir jouer des émotions et contre des phobies, par exemple la peur des araignées, la peur des slimes ou aussi la peur sociale des autres, l'agoraphobie. Et en fait, c'est là où moi j'ai voulu un peu innover, c'est que au lieu d'avoir des événements qui sont très aléatoires, on va avoir des typologies d'événements qui vont être lisibles. Par exemple, on va aller dans la librairie. Dans la librairie, on peut enlever une de ces cartes. Et, euh, et c'est là où j'essaye d'amener plus de narration, plus de procédural contrôlé, tout en gardant un côté assez fun, mais un thème qui peut être un peu plus lourd, qui est la psychologie et la santé mentale. Et voilà, globalement, ce qui a été très intéressant, c'est que chaque carte, les cartes, c'est pas genre juste on lance une boule de feu, ça peut être, je sais pas, le ressentiment, ça peut être des émotions, ça peut être des choses de la vie de tous les jours. Et les cartes vont raconter une histoire plus globale sur soi-même, mais aussi sur le jeu. Et j'ai essayé un peu d'innover par rapport à la structure narrative, la structure design et un peu tout ça. Je sais pas si ça va marcher au final parce que c'est un thème de la psychologie assez niche. Mais clairement, ça intéresse pas mal de gens et j'ai eu pas mal de bons retours pour l'instant. Donc on verra comment se passe la sortie en janvier, février, dans ces eaux-là. Moi, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de travailler dessus parce que j'ai toujours aimé les card games, les jeux de cartes. Un grand fan de Magic, grand fan de Hearthstone et de Slay the Spire. Et je trouve que c'était fascinant à designer parce que, par exemple, il y a des trucs très simples où je pensais que ça allait être facile. Le game feel. Et en fait, le game feel dans Slay the Spire, il est abusé parce que c'est vraiment des années de travail où il y a plein de petites choses. Et rien que répliquer ce game feel, ça a été le plus complexe et le plus long, quoi. Donc voilà. J'ai une autre question. Côté, on va dire, marketing, Ouais. est-ce que c'est intéressant? Parce que c'est vrai que les cartes games viennent de base du physique, du jeu papier. Mm. Est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir des versions, pour le côté marketing, d'avoir des versions aussi papier et un peu jeu de société pour les différents jeux, comme par exemple Slay the Spire ou bien Neurodeck? Alors, ça a été en réflexion. Et je pense que je vais faire une version physique de Neurodeck à un moment. Le plus intéressant, c'est que c'est la question, ce sont des jeux solo, et du coup, est-ce qu'on peut s'amuser en solo sur le côté physique? Il y en a quelques-uns qui ont bien marché. Il y a eu One Deck Dungeon, par exemple,
Il y en a quelques-uns qui ont bien marché, mais ça reste une question qui n'est pas forcément très encore exploitée. Et je pense qu'il y a des choses à faire, mais j'ai pas forcément toutes les clés pour répondre encore à cette question-là. Mais je pense que oui, il y a des choses à faire parce que le côté euh, génération d'événements ou de situations, le côté émergent des situations, il est très intéressant et dans le côté physique, ça peut très bien répliquer ça. Donc c'est pour ça que peut-être qu'il faut réfléchir à une espèce de Slay the Spire à deux. Comment avoir un format comme ça qui puisse être intéressant à jouer à plusieurs aussi, quoi. Ok, merci. Je pense qu'on a le temps encore d'une question. Oui, oui, je Une, deux. pense. À ton avis, quelle part doit-on donner à l'aléatoire dans les card games? Très bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire entre 20 et 30%. Ce qui peut paraître bizarre, c'est que je dis ça de manière numérique, alors que ça peut être difficilement quantifiable numériquement. Tout simplement, je pense qu'il faut laisser une part vraiment importante de random. Euh, En fait, ce qui est spécial dans les card games et les roguelites, c'est que il y a de manière inhérente des choses qui sont très random. Par exemple, les monstres sélectionnés aléatoirement, la pioche, mince, le fait de pouvoir débloquer une carte pour l'ajouter à son deck. Ça va être les boss finaux aussi. Ça va être les modificateurs de départ. Par exemple, il faut avoir des modificateurs de départ random. Et c'est pour ça qu'il faut laisser une part assez conséquente, 20-30%. Mais je pense que aller au-delà, aller titiller les 50%, c'est là où Hearthstone est trop proche des 50%, je pense. Et qui fait qu'on a ce sentiment un peu de perdre le contrôle sur le jeu et de perdre le contrôle sur le duel. Parce que le random est trop présent. C'est pour ça que je pense que Hearthstone a vraiment fait des espèces de mouvements de balancier entre des cartes très très fortes qui vont pouvoir changer complètement la game avec du random et, en enlever aussi parfois. Donc c'est ouais, entre 20 et 30%, je pense que c'est pas mal.